la condition indispensable de la mémoire, Alfred Jarry. Il y a une question qui me vient en tête quand je lis cette citation, c'est pour qui ? J'imagine que quand Alfred Jarry l'a écrite, il pensait à l'esprit humain. Et c'est sûr qu'en tant qu'humain, on a besoin d'oublier pour se souvenir. On ne pourrait pas se souvenir de tout, ce serait probablement un enfer. Donc je pense qu'elle a été pensée dans cette perspective-là, mais on peut se poser la question aujourd'hui en se demandant est-ce que cette citation s'appliquerait à l'intelligence artificielle, qui, elle, a la capacité d'emmagasiner beaucoup plus d'informations que nous, sans s'y perdre, et qui, du coup, rend plus difficile l'oubli. Parce que si aujourd'hui, j'oublie quelque chose, dès lors que j'ai encapsulé ça dans une machine, que ce soit sur mon ordinateur ou en dialoguant avec une intelligence artificielle, elle va s'en souvenir. Et donc moi, je ne vais plus nécessairement pouvoir oublier. Et donc on peut se poser la question, à travers cette citation, de la fonction de la mémoire comme de l'oubli. Qu'est-ce qui nous est utile d'oublier et qu'est-ce qu'on ne pourra plus oublier à l'heure de l'intelligence artificielle ? Bonjour Marion Carré. Bonjour. Vous êtes née il y a 30 ans à Créteil, vous avez grandi en Seine-et-Marne, vous avez étudié l'histoire, le droit et également vous avez accompagné ça d'une licence au CELSA de communication dans les nouvelles technologies. Et grâce à tout cet enseignement, vous avez fondé une entreprise qui est florissante, une start-up qui s'appelle Ask Mona, créée en 2017, donc il y a bien 8 ans déjà. Et c'est une start-up assez innovante puisqu'elle elle crée une interaction dans des musées qui sont d'ordinaire des espaces vivants mais figés, c'est-à-dire dans lesquels la matière brute est une fois d'emblée posée là, et vous créez une interaction entre le visiteur et l'œuvre, très dynamique. Récemment, au château de Versailles, vous avez créé tout un parcours près d'une vingtaine de statues qui nous parlent, qui s'adressent à nous, qui nous expliquent d'où elles viennent, et vous répondez aux questions des visiteurs. Mais vous avez aussi travaillé au Colisée de Rome, à la Fondation Louis Vuitton, voilà, une multitude de très très belles adresses françaises et étrangères qui vous ont sollicité. Vous avez aussi écrit 2 livres. Le tout dernier est devant nous, Le paradoxe du tapis roulant, vous allez nous en parler. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Je dois dire que je suis assez néophyte sur toutes les questions de l'intelligence artificielle, mais comme vous traitez du sujet qui me passionne, qui est celui de la culture et de l'art et de comment l'expression artistique est-elle ou pas redynamisée par cette invention de l'intelligence artificielle, eh bien, j'ai beaucoup de questions à vous poser qui seront peut-être, à votre sens, un peu premier degré, mais vous allez être pédagogue avec moi ? C'est l'objectif. Alors, est-ce que dans votre vie, Marion Carré, vous avez des occasions d'être paresseuse ? C'est vrai que les espaces de paresse sont assez réduits ces derniers temps, mais en même temps, ça me semble important d'avoir des petits moments d'ennui ou d'inutilité pour justement avoir ce que j'appelle des espaces de jachère, où c'est dans ces moments-là, à mon sens, qu'on se ressource et qu'on reconstitue son énergie, ses idées et sa créativité. Et réellement, vous trouvez des moments comme ça ? Par exemple, cet été, vous avez réussi Je me suis forcée. J'ai vraiment passé 2 semaines. Numérique ? Exactement. Je pense que je n'ai pas touché mon ordi pendant 5 ou 6 jours, ce qui pour moi était énorme. Et oui, je me suis vraiment astreinte à me déconnecter. En fait, je pense que c'est vraiment une hygiène de vie à avoir, puisque en fait, dans ces moments-là, du coup, on peut prendre du temps pour se promener, lire. J'ai lu énormément de romans. C'est en fait vraiment pour moi cette jachère, elle est essentielle parce que c'est comme ça qu'on reconstitue son énergie. Parce que sinon, le flux tendu nous permet pas de nous ressourcer, régénérer. Donc je m'astreins vraiment à avoir des périodes où c'est possible. Et c'est un grand défi dans votre secteur de l'intelligence artificielle de trouver des espaces de vide, justement. On parlait de l'oubli tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des outils qui nous assiègent, qui nous proposent un flux continu, sans limite, d'informations et de sollicitations.
En fait, surtout, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Et c'est vrai que là, pendant ces 2 semaines de vacances cet été, et même il y a quelques mois, je suis partie en lune de miel et j'ai essayé de déconnecter pendant ma lune de miel en Amérique du Sud. Même si vous avez l'air d'être mariée avec le cofondateur on de votre entreprise. On arrive quand même à déconnecter. Et en fait, quand je suis rentrée, j'ai eu l'impression d'avoir des années à rattraper parce qu'en fait, tout bouge très vite. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs, des nouvelles versions. C'est un secteur qui est vraiment en constante effervescence. Donc c'est vrai que ça demande d'être tout le temps un peu aux abois. Exactement, de rester très éveillé dans le rythme. Votre enfance, donnez-moi peut-être une image de cette enfance à Champs-sur-Marne. Est-ce que c'est une campagne dont la couleur, est-ce qu'elle aurait une couleur, cette campagne? Alors Champs-sur-Marne, ça porte très mal son nom. C'est pas du tout des champs. C'est plus des champs, mais il y a encore un château néanmoins avec un très grand parc et une forêt autour et des bords de Marne. Donc c'est cette image qui me reste. Donc des promenades le dimanche après l'école. Tout à fait. Et c'est encore dans la mesure du possible, c'est encore une gymnastique que j'essaie d'avoir, cette déconnexion pour me prendre du temps, pour me promener le week-end à la campagne au maximum. Qu'est-ce que ce grand-père gendarme que vous avez beaucoup aimé, votre grand-père maternel, vous a transmis, à votre avis? Je pense qu'il m'a transmis plusieurs choses qui sont essentielles. Tout d'abord, il y a quelque chose que je lui attribue qui est la résilience, puisque lui, il a une vie un peu compliquée avec pas mal de nouveaux départs. Et je pense que cette résilience, elle est essentielle, notamment quand on est en fait chef d'entreprise, puisque une start-up, c'est des hauts, des bas. Vous avez dit que ça fait presque 8 ans qu'on existe. Donc ça, c'est une qualité, je pense, assez essentielle. Donc c'est une forme de souplesse et de capacité à rebondir quand il y a une épreuve. C'est ça. Et aussi, je pense, une grande curiosité. Parce qu'il était gendarme, mais chez lui, il avait, alors un peu à l'ancienne, mais il collectionnait les encyclopédies. Dès qu'il en trouvait une, il était ravi. En même temps, c'est vrai qu'à son époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Donc la façon d'accéder à tout ça, c'était les encyclopédies. Les quid. Exactement. Non, mais vraiment, il en avait toute une collection. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui m'a transmis cette curiosité, ce goût pour les histoires aussi, raconter des histoires. Donc il y a plein de choses que je lui dois aujourd'hui. Vous avez fait du mannequinat. Quel est le rôle du corps dans votre parcours, de votre corps à vous? Je dirais, alors le mannequinat, c'était effectivement un job étudiant, mais comme j'ai vendu des glaces, j'ai passé par pas mal de boulot étudiant. Oui, c'est un job étudiant que tout le monde ne peut pas faire. Donc vous avez déjà... Mais le corps, pour moi, il est assez, je dirais, secondaire, dans la mesure où, dans mon mode de vie, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai plein d'idées, je suis beaucoup dans l'immatérialité, c'est ça exactement. Je suis assez peu dans le corps, alors j'essaie quand même de prendre du temps pour faire du sport, pour faire des choses comme ça, pour avoir une nourriture de qualité, etc. Mais à mon sens, aujourd'hui, mon corps est un peu secondaire. Vous avez fait du violon, enfin j'ai lu, en fait tout ce que je vous dis, j'essaie de vérifier si mes informations sont bonnes. J'ai lu que vous aviez vous aviez joué du violon et pratiqué aussi de la poterie. Et en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de très justement incarné sur le plan de la domesticité. Vous ne cuisinez pas, vous n'êtes pas du tout habile de vos mains. Comment vous expliquez ce hiatus? Et est-ce que c'est parce que vous avez trop développé ou beaucoup développé ces dernières années votre capacité de projection abstraite, que maintenant, c'est plus entraîné et donc vous avez perdu un peu cette dextérité? Vous soulevez un vrai paradoxe chez moi. J'ai l'impression que tout ce qui touche à l'expression créative, qui passe par les mains, ça peut fonctionner, comme le violon, la poterie, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais effectivement, dans les choses pratiques du quotidien, il y a un sens pratique qui m'échappe. Et donc, il y a des situations où je me trouve bloquée devant des choses très, très bêtes. Donc oui, il y a cette espèce de paradoxe-là. Bloqué, ça m'intéresse énormément. Vous êtes bloqué, ça veut dire que vous ne savez pas par où prendre l'objet, ou est-ce que c'est parce que vous vous retrouvez trop dans votre pensée à penser à autre chose et ça devient... Alors, c'est quoi? Il y a un peu des deux. La cuisine, c'est trop dans les pensées. Il y a vraiment des moments où je ne vais pas penser à sortir des choses du four ou à surveiller la cuisson, donc forcément ça finit en drame. J'ai fait fondre des passoires, des couteaux, donc ça c'est le fait d'être trop dans les pensées. Non, normalement il y a quand même une certaine limite. Et après pour le reste, non, c'est vraiment des choses pratico-pratiques où je sais pas, j'ai souvent des cas où je me retrouve face à des serrures un peu compliquées à déverrouiller. Ou c'est peut-être par manque de force, je ne sais pas, mais ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne prend pas, exactement. Et vous êtes physiquement bloqué. Je suis physiquement bloquée, c'est ça.
Je m'interrogeais sur le fait que, comme vous avez pris l'habitude d'être enregistré, que l'outil de l'intelligence artificielle peut tout agréger, peut prendre énormément de matière, disons, de matière existante pour pouvoir agréger et après délivrer une réponse. Est-ce que, par exemple, vous, dans votre façon maintenant de vous adresser à vos contemporains, à moi en face de vous, vous êtes très prudente ou pas, comme on le serait quand on sait que tout va être enregistré et tout va pouvoir être un jour redit dans un article dans 20 ans, elle a répondu à telle date, au Figaro, telle chose. Alors c'est vrai que ça facilite la fouille de données pour creuser dans les archives. Alors on pouvait le faire, hein, mais on passait un peu de temps à retrouver et puis il fallait être très... exactement savoir à quelle minute vous avez dit ça, etc. Donc c'est vrai que ce type de recherche-là est facilité, mais c'est quelque chose qui existait déjà. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui étaient des situations déjà existantes, mais qui sont légèrement modifiées avec l'intelligence artificielle parce que dans l'exemple que vous prenez, ça facilite la recherche et la fouille de données. Mais ça, c'est aussi une angoisse, non, de se dire tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, toutes les photos qui vont être de moi vont pouvoir être réutilisées par la machine. C'est pas forcément propre à l'intelligence artificielle. C'est vrai que ne serait-ce que les réseaux sociaux, on a commencé un peu, moi je me souviens, j'ai créé mon compte Facebook, j'avais 13 ans, Facebook venait d'arriver en France. On l'utilise un peu naïvement au début, on met plein de photos, on s'en sert, etc. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui existait avec les réseaux sociaux qui du coup captent toutes ces données. Et certains, alors ça dépend, est-ce qu'on est en Europe, aux États-Unis, mais aujourd'hui ça peut alimenter ensuite des intelligences artificielles. Donc il y a vraiment ce rapport à la plateforme numérique où je pense qu'on gagne aussi en maturité dans nos usages, en se rendant compte que, effectivement, on peut poster gratuitement des photos sur ces plateformes, mais qu'il y a tout un modèle économique derrière qui fait qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut poster. Alors, on va en parler ensemble parce que vous allez nous donner des conseils. Comment préserver sa vie privée et ça... Venez avec moi, on s'assied au salon. Marion Carré, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai entendu un terme que je n'avais jamais entendu, que vous avez prononcé et qui rejoint une vérité que je pressens, la flatterie algorithmique. Quand on interroge un outil d'intelligence artificielle, un chatbot ou un robot bavard qui va nous répondre, très souvent, il nous flatte pour qu'on maintienne une relation avec lui. Vous pouvez m'expliquer ce mécanisme ? Tout à fait, c'est un des biais des intelligences artificielles génératives avec lesquelles on peut discuter en ligne, où elles ont toujours envie de nous faire plaisir. Et donc, quand on va dire quelque chose, généralement, elles vont faire en sorte d'aller dans notre sens, donc de dire « oui, vous avez tout à fait raison, en effet, c'est très bien, etc. » C'est un problème que cherchent quand même à combattre les développeurs d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas où, en fait, ça peut conduire les personnes les pousser, en fait, dans leur retranchement sur vraiment des voies où il ne faut pas aller. Donc, il y a un peu cette problématique de se dire comment est-ce que, en fait, c'est un outil dont on veut que les personnes continuent à utiliser. Donc, comment réguler l'interlocuteur quand même, tout en étant poli avec lui. Exactement. Et comment éviter qu'il croit toujours qu'il est tout à fait pertinent dans ses questions, alors que parfois ses questions sont absurdes. C'est ça, c'est que d'un côté, il faut être sympa avec lui parce qu'on a envie qu'il continue à utiliser le plus longtemps possible le système. Donc si l'IA lui dit non, c'est nul ce que tu dis, je veux rien savoir, ça pose problème. Mais de l'autre, si l'IA va trop dans son sens, dès lors que cette personne va trop loin, l'IA peut la suivre là-dedans et il y a eu plusieurs cas de figure où ça a conduit à des situations dramatiques. Donc c'est cet équilibre que cherchent les développeurs d'IA sur comment faire des outils qui sont agréables avec leurs utilisateurs, mais tout en posant un certain nombre de limites pour pas toujours aller dans leur sens. Parce que par exemple, au château de Versailles, vous avez créé ces interfaces, ces interactions vocales seulement avec, entre le visiteur et la statue qui parle grâce à vous. Et est-ce qu'en moyenne, on arrive aussi à éviter que la personne passe l'après-midi à parler avec cette statue ? Comment vous arrivez à contenir aussi pour que le programme de la visite se poursuive de façon régulière et que le visiteur ne s'arrête pas sur une statue seulement ? Oui, effectivement, pour ce dispositif, on peut du coup avoir une conversation comme la discussion qu'on a là avec une statue grâce à l'intelligence artificielle. On voulait éviter, parce que les gens parlent beaucoup aux statues, donc on voulait éviter que ça dure des heures, donc on a quand même eu une limite temporelle au bout d'un moment pour que l'IA propose d'aller voir les autres statues. Et donnez-moi l'exemple de comment est-ce qu'on l'accompagne vers une autre statue, par exemple ? En fait, on a une carte où sont référencées les différentes statues, et donc l'IA peut nous conseiller, nous afficher une autre statue qu'on peut ensuite aller voir.
Donc on fait en sorte que les personnes puissent naviguer le plus possible dans les jardins pour pas rester à parler à une seule statue. Est-ce que vous avez, dans vos statistiques, repéré un trait ou quelque chose qui vous semble caractéristique de notre état d'esprit français? Par exemple, est-ce que les premières questions que nous posons à un chatbot, à un robot, elles sont des questions peut-être pleines de suspicion ou elles sont au contraire des questions de grande confiance? Alors, il y a différents, je dirais, profils d'utilisateurs. C'est pas forcément que français. Il y a un profil qui est assez courant, qui est l'utilisateur sceptique. Et ce que va faire en premier cet utilisateur, c'est essayer de mettre en défaut l'intelligence artificielle. Donc il va lui poser des questions un peu à côté de la plaque, où il va un peu lui rentrer dedans pour voir comment elle réagit. Et ensuite, s'il est satisfait de la réaction de l'intelligence artificielle, alors il va poursuivre l'échange pour rentrer un peu dans le cœur de ce que lui propose l'intelligence artificielle. Et on en a d'autres qui, au contraire, se laissent un peu porter et guider. Donc c'est vrai qu'on voit les deux. Donc on éprouve l'interlocuteur dans les premières secondes de contact, on éprouve le robot, mais on éprouve aussi, c'est à peu près ça. Est-ce que ça mime ce qu'on fait entre êtres humains de manière générale ou pas, pour tester un peu à qui on a affaire? Je pense que le rapport à l'intelligence artificielle, il est légèrement différent parce que comme on a quand même aujourd'hui des réactions qui sont assez polarisées, mais globalement, il y a une grande défiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle ou un grand optimisme. Et donc, les personnes défiantes, souvent, elles vont vouloir coincer la machine en la poussant dans ses retranchements pour dire, bah voilà, l'intelligence artificielle, elle n'est pas si intelligente que ça. Donc, c'est assez curieux, en fait, ce rapport humain à la machine où on se sent obligé de prouver notre valeur par rapport à la machine. Et pour moi, c'est quelque chose qui est absurde parce que, par exemple, une voiture, ça va plus vite que le pas humain, mais on n'estime pas que la voiture est meilleure que nous parce qu'elle est plus rapide que nous. Mais vis-à-vis de l'intelligence artificielle, il y a ce rapport assez étonnant. De concurrence, de compétition. On se sent en compétition. Mais peut-être que c'est aussi ce modèle qui mime de façon assez exacte et presque avec les tonalités. Vous disiez que les voix que vous utilisiez étaient des voix de synthèse. Donc vous reprenez nos variations pour être le plus vraisemblable. En fait, ce qui est très troublant avec cette technologie, c'est déjà son nom, intelligence artificielle. Donc on place tout de suite ça sur le même plan que l'intelligence humaine. Ensuite, il y a son objet, c'est-à-dire que c'est une technologie qui cherche à reproduire le comportement humain. Et en tant qu'humain, on est très troublé, et notamment avec les IA génératives qui peuvent parler comme nous, utiliser notre langage. Ça brouille un peu les repères parce qu'on se dit, mais tiens, là j'ai une machine qui peut parler la même langue que moi, qui me comprend. Et donc c'est pour ça que très vite on est tenté de l'anthropomorphiser, en lui prêtant des sentiments, des perceptions. C'est vraiment quelque chose en tant qu'humain. Et ça, c'est une erreur qu'on peut corriger, ou est-ce que ce sera toujours le cas? Elle va coller de plus en plus à notre façon d'être pour que finalement le flou perdure, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. On ne poserait pas des questions de la même façon à une machine si on ne croyait pas qu'elle est un petit peu plus intelligente que nous. Il y a une expérience que je trouve fascinante qui s'appelle l'expérience de la chambre chinoise qui a été menée par Searle, qui montre en fait, c'est une expérience de pensée où on met une personne dans une pièce avec des instructions pour parler chinois. Mais elle ne parle pas le chinois elle-même. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui parle très bien chinois et ces deux personnes vont communiquer à travers des messages qu'elles se passent sous la porte. Et donc si la personne dans la pièce remplit bien son travail, la personne à l'extérieur va être persuadée de parler avec quelqu'un qui sait le chinois. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. C'est une technologie qui sait manier le langage, mais qui pour autant ne le comprend pas, n'a pas de sentiments. Sauf que nous, en tant qu'humains, comme on se dit qu'elle parle la même langue que nous, alors on va lui prêter tous les autres attributs qu'on a en tant qu'humain, les émotions, le fait de penser qu'elle va ressentir, penser, avoir tel ou tel affect. Donc c'est vraiment nous, humains, qui sommes un peu déboussolés vis-à-vis du comportement de la machine et qui du coup lui prêtons des tempéraments et un comportement humain. Est-ce que c'est pas parce que c'est notre génération qui n'a pas grandi avec l'intelligence artificielle que nous sommes encore dans cette interface un peu à distance, et nos enfants qui grandiront avec, est-ce que eux, ils auront encore quelque chose d'autre que l'intelligence artificielle? Est-ce que, par exemple, le champ de l'émotion restera un champ, à votre avis, très, très, très sauvé, qui sera très à l'écart de l'intelligence artificielle? De l'émotion, du trouble, du doute, par exemple? C'est intéressant comme question parce que c'est vrai que souvent on se demande du coup si l'intelligence artificielle peut faire tout ça, qu'est-ce qui nous reste en tant qu'humains?
Et dernièrement, on a été troublés sur, par exemple, la créativité. On se rend compte que la machine peut faire des choses que nous, on perçoit comme créatives. Et donc, on se dit, ça y est, la créativité, c'est fini. Donc, on se dit, il nous reste les émotions, etc. Et en fait, moi, je pense qu'il faut changer ce paradigme de rivalité vis-à-vis de la machine. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui font pas sens. Dernièrement, on a fait passer le barreau à une intelligence artificielle. Pourquoi vouloir mettre cette technologie sur le même pan que l'intelligence humaine pour chercher à les comparer, à les mettre en rivalité. Donc je pense qu'effectivement, les générations suivantes, elles vont apprendre à vivre avec ces outils. Peut-être qu'elles vont être de moins en moins conscientes aussi de parler avec des intelligences artificielles parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus encapsulé dans le quotidien. Aujourd'hui, ça nous fait bizarre de parler avec une intelligence artificielle et on le conscientise vraiment. Je pense que demain, ce sera dans les outils du quotidien. Et on se dira plus forcément, tiens, je parle avec une intelligence artificielle. On se dira, je parle avec mon application de notes. Ou on aura moins ce rapport direct. Mais donc, il faudra aussi être vigilant dans la façon dont on apprend à l'utiliser pour savoir qu'on parle avec une IA et comment est-ce qu'on parle avec elle ou non. Et vous sentez que dans votre quotidien, c'est devenu un outil indispensable, l'intelligence artificielle ? Alors, c'est vrai que le paradoxe du tapis roulant, il est aussi... Ce qui est à l'origine de ça, c'est notamment le fait que moi, j'utilise au quotidien. Vraiment, il n'y a pas un jour sans que je parle à une intelligence artificielle générative. Et donc, ça m'a posé question en me disant, peut-être que c'est juste moi et c'est une déformation professionnelle parce que je travaille dans ce secteur. Sauf que petit à petit, j'ai vu des personnes autour de moi. Et donc, je prends par exemple l'exemple de mon père, qui n'est pas du tout un geek, qui s'est mis aussi à s'en servir quotidiennement. Et donc, c'est ça qui est étonnant, en fait, c'est que c'est des machines qu'on apprend à utiliser au quotidien. Et donc, moi, parler tous les jours à une IA et m'en servir pour écrire des mails ou quoi que ce soit dans ma vie professionnelle, ça m'a vraiment interrogée au début du livre, puisque cette fois-ci, je cherchais dans la rédaction de l'ouvrage à ne plus m'en servir. Et donc, c'est un peu comme quand on n'a pas écrit depuis longtemps. J'avais un peu cette sensation d'avoir mon poignet engourdi. Ouais. Exactement. Donc, c'est vraiment des choses où ça modifie aussi... Et ce que vous défendez comme thèse dans ce paradoxe du tapis roulant, c'est justement qu'il faut faire le pas de côté et pas devenir paresseux. Ne pas laisser cette lame de fond nous emporter totalement. Effectivement, moi je pense qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui avec deux voies. La voie du tapis roulant, où on s'habitue à aller beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle. On en devient de plus en plus dépendant aussi, sauf qu'à la fin, l'intelligence artificielle nous conduit tous dans la même direction, donc on perd l'originalité, on a des propos de plus en plus standardisés. Mais je pense qu'il y a une autre voie que je défends dans l'ouvrage, qui est la voie du tapis de course, où on se sert de l'intelligence artificielle pour renforcer nos capacités cognitives. Et donc, c'est des exemples que je prends où moi, je m'en sers par exemple pour penser contre moi-même. Donc, je vais chercher quels sont les autres angles vis-à-vis d'une idée, ses limites, comment est-ce que ça peut, moi, me nourrir pour aller plus loin dans ma réflexion et non pas m'appuyer uniquement sur les idées que peut me fournir l'intelligence artificielle. Et ça, c'est justement dans ces moments dont on parlait tout à l'heure, un peu les capsules détox numériques que vous avez ménagées, par exemple cet été, 5-6 jours sans ordinateur. Est-ce que ça, vous avez senti que vous retrouviez un muscle qui était un petit peu laissé de côté pendant le reste de l'année ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient très facilement ou c'est assez coûteux intérieurement pour... relancer la machine de l'appareil critique, de, comme vous disiez, penser contre? Alors, je dirais que c'est vraiment comment est-ce une forme d'hygiène de vie, mais avec l'intelligence artificielle, en ayant une forme de libre arbitre sur à quel moment je vais vouloir m'en servir ou pas. Et donc, c'est quelque chose qui est propre à chacun, au métier de chacun aussi, mais c'est important de faire des choses sans. C'est important quand on s'en sert de savoir aussi comment s'en servir. Parce que par exemple, j'ai un autre exemple où je corrige des dossiers pour une institution européenne et je vois des personnes qui se servent tellement de l'intelligence artificielle qu'elles font même plus attention à enlever ChatGPT a dit et on le retrouve dedans. Donc, ils ne relisent même pas leur propre copie. Exactement. Et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est quand on s'en sert, de garder ce que j'appelle le premier et le dernier kilomètre de la pensée, pour rester à l'initiative, nourrir la machine avec ses idées, ce qu'on veut faire, lui donner une direction. Et le dernier kilomètre, c'est prendre en fait le temps de challenger la machine et d'avoir un regard critique sur ce qui a été produit. Et en fait, on parle beaucoup d'automatisation avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que l'intervention humaine se déplace, mais pour autant, si elle est moins présente pendant la production du texte ou de l'image ou je ne sais quoi qu'on produit avec,
En amont et en aval, elle est d'autant plus essentielle. Oui, elle est plus essentielle, mais est-ce qu'elle redouble? Est-ce qu'elle est plus active? Est-ce qu'elle est plus pertinente en amont et en aval? Dans ce dernier kilomètre, par exemple, vous diriez qu'elle se déploie comme un contre-feu ou elle est comme d'habitude un peu... Vous voyez, là, on parle de façon assez abstraite, vous et moi, mais je vous comprends. Vous dites qu'il faut que le dernier kilomètre, on garde cette liberté, qu'on arrive à reprendre le dessus sur plutôt le toboggan que le tapis roulant, qui nous a emmenés vers des réponses déjà écrites et tout ça. Et est-ce que là, vous sentez que la dynamique ne peut pas s'éteindre? Moi, ma question, c'est que nous, on a grandi avec des livres, vous et moi, et on est encore de cette génération qui a grandi sans ça. Mais sur la nouvelle génération qui arrive et qui aura recours très tôt dans sa vie à l'intelligence artificielle comme un cerveau exogène quasiment, est-ce qu'il y aura encore ce kilomètre possible? Est-ce qu'il y aura encore cet appareil critique possible? Voilà, comment penser le monde, comment penser l'éducation avec cette crainte-là? Vous soulevez un point essentiel là-dessus qui est la question de la formation des savoirs, des compétences et de l'éducation, puisque, alors, on l'a vu avec d'autres technologies, quand on va à l'école, on apprend à faire des tables de multiplication qu'on apprend par cœur avant de savoir se servir d'une calculatrice, puis d'un ordinateur, etc. Donc je pense que ce sera important à l'avenir de garder un apprentissage qui est graduel, où on est toujours en mesure d'avoir la base de savoir qu'on va pouvoir ensuite déléguer à la machine. Donc par exemple, je vais apprendre à rédiger, à savoir comment faire une bonne rédaction, avant, pourquoi pas, de savoir me servir de l'intelligence artificielle. Et retirer, ChatGPT a dit. Exactement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va rester très important parce que si on ne fait pas ça, on va devenir extrêmement dépendant de la machine puisqu'on ne saura pas faire nous-mêmes ce qu'on cherche à lui faire faire et on ne pourra pas critiquer ce qu'elle a fait aussi comme on n'aura pas les bases de comment cet exercice doit être réalisé. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Marion Carré. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le paradoxe du tapis roulant. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Et le nom de votre entreprise, c'est Ask Mona, qui est une belle start-up qui nous permet d'enrichir les contenus des musées. Un grand merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.